et qui décrit effectivement le besoin de ce conatus, de cet appétit de vie, si on parle de l'humain. Et c'est pas l'âme ou quoi que ce soit, hein, c'est pas quelqu'un qui était religieux. Donc, il faut vraiment se pencher sur les théories existantes en philosophie, en neurosciences, et effectivement, on va aller vers de l'interdisciplinarité. C'est nécessaire. Si on n'est pas capable de comprendre effectivement un peu plus que notre champ d'action sur le machine learning, on n'ira pas très loin avec ces systèmes et on risque de faire de la bêtise artificielle. Pour compléter ce que vous venez de dire, effectivement, aucune machine n'est capable de modéliser des émotions, pas plus qu'elle n'a accès finalement au signifié. On en revient à ce que nous disions tout à l'heure. Néanmoins, aujourd'hui, on est capable de conduire une machine à reconnaître des émotions, puisque... C'est mon domaine. Donc je vous dis, on est capable de reconnaître l'expressivité de quelqu'un, soit surfaciale, soit des gestes, soit de la voix, sur des émotions extrêmement singulières. J'en ai marre, par exemple. Voilà, ça va reconnaître la machine. Mais si vous dites un truc genre ironique ou je ne sais quoi, la machine ne comprend rien. Elle va comprendre des extrêmes de tristesse, de dépression. Et ça dépend encore une fois des données qu'on a utilisées et qu'on a mis à manger dans la machine. Les machines actuellement qui ne comprennent pas les émotions, elles détectent une expressivité dans le comportement des gens, que ce soit dans leur voix, par la prosodie, qui est mon domaine, c'est-à-dire les modulations du timbre de la voix, du rythme de la voix et de l'énergie qu'on met. Et on fait du deep learning là-dessus, ça marche plutôt pas génialement bien encore. Et voilà, on a des prédictions qui sont à 70% sur 4 émotions. Alors, je sais pas si ça veut dire je détecte bien les émotions. D'accord ? Donc il y a tout un champ autour de ça économique qui nous laisse à penser que ça pourrait être ci ou ça. Méfions-nous, ça détecte pas bien. Par contre, elles savent très bien synthétiser, c'est plus facile, ça a toujours été la même chose. La synthèse de la parole est plus facile que la reconnaissance de la parole. Et donc ces machines sont capables de dire « Oh là là, vous êtes formidable, je vous aime, je suis triste pour toi ». Tout ça c'est du bluff parce que la machine ne ressent rien, elle ne fait que répéter des choses qu'on lui a dit ou alors elle les joue au moment où elle détecte quelque chose chez vous. Voilà. Ça, je sais très bien faire. C'est pour ça que je suis sortie de mon labo. On faisait ça pour essayer de faire des assistants pour les personnes dépendantes. Moi, j'ai toujours dit, c'est absolument utile, mais maîtrisons le cadre de ces genres de recherche. Voilà. L'interaction humain-machine, on projette dessus. Les technologies qu'on intègre sont assez limitées et il ne faut pas faire un bluff autour de ça. Pour continuer dans la projection, puisqu'on a bien compris aujourd'hui que l'IA forte, ça n'est pas pour demain, ni même vraisemblablement pour après-demain, on va réduire un peu l'espace de projection. Est-ce que ce qui arrive, ce qui est en cours, c'est l'apprentissage non supervisé? On a dit tout au long de cette table ronde que l'intelligence artificielle était très forte sur des domaines très ponctuels, très précis. Est-ce qui arrive, c'est une machine qui n'est plus juste précise pour jouer au Go ou gagner au Géopardy, mais pour avoir plusieurs compétences, donc une machine qui serait compétente et sur divers secteurs de reconnaissance. Quel est l'avenir de cette intelligence artificielle à moyen terme, Jean Ponce? Même ça, c'est difficile à prédire, mais donc tout à l'heure, je racontais l'histoire d'apprentissage supervisé. Les gens mettent des étiquettes. C'est épouvantablement coûteux. Effectivement, chacun de nous, quand il clique sur des machins sur Internet, aide un peu à ça, mais donc c'est quand même très coûteux. Et donc un des objectifs de la science de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage non supervisé pour lequel on donne juste les données sans avoir d'intervention manuelle. Et ça, c'est très difficile à faire. Donc des tas de gens y travaillent. Chez nous, on y travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais ça reste très difficile. Et j'ai un de mes collègues qui s'appelle Emmanuel Dupoux, qui est un bon exemple pour ça. Alors je m'en mêle toujours les pédales dans les nombres qu'il donne. Mais il travaille, c'est quelqu'un qui vient des sciences cognitives, qui travaille sur l'apprentissage chez les bébés. Et ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, genre Google Translate ou ce genre de truc, ça marche sur, je sais pas, une 60aine de langages. Dans le monde entier, il y a, je sais plus, 3000 langages, mais mes chiffres sont sûrement complètement faux. Et il y a les 60 langages, je sais pas, il y a 1,5 milliard de gens qui les parlent, ils sont 3 milliards, ça laisse de côté 3 milliards de personnes. Aujourd'hui, pour entraîner ces systèmes, il y a un linguiste qui prend des notes sur des dizaines de milliers d'heures de paroles. Un bébé, lui, il n'y a aucun linguiste qui prend des notes parce que de toute façon, le bébé, il sait pas lire. Et le bébé, il apprend quand même tout seul, enfin avec ses parents, mais sans les annotations, etc. Il apprend tout seul à parler. Et donc, il y a des énormes enjeux de scale-up, je sais pas comment on dit, de passage à l'échelle. Si on arrive à résoudre ces problèmes d'apprentissage
non supervisées ou sans doute plus raisonnablement faiblement supervisées, c'est-à-dire qu'on donne très peu d'annotations, on se contente des métadonnées qui sont présentes dans les données qu'on trouve sur Internet. À ce moment-là, il y a des gros enjeux, et plutôt on arrivera à faire beaucoup de choses, et je pense que c'est un des gros enjeux aujourd'hui, et là où il faut espérer des gros progrès dans les 10 années à venir. L'apprentissage économe plutôt que l'apprentissage non supervisé? Parcimonieux. Et c'est ce qu'on fait déjà dans le traitement de la parole. On l'a fait souvent au LIMSI, en tout cas, dans le laboratoire où je suis, pas forcément moi, mais des chercheurs renommés, en tout cas. Et c'est vrai qu'on a pu montrer qu'il suffisait d'étiqueter très finement quelques heures de discours et que on arrivait à des performances comparables si prenez 20 heures, par exemple, de discours, vous faites une intonation très fine et vous créez un système, et bien après, vous prenez 1 heure de très bien décrit, et puis vous prenez, par contre, 4000 heures de discours, et bien vous pouvez arriver aux mêmes performances. Donc, le passage à l'échelle est possible. La parcimonie dans l'apprentissage, c'est ce qu'on recherche tous, les chercheurs. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'arrivera jamais à faire un système parfait. Il répondra pas à tout. Il y aura toujours ce pourcentage qui fait qu'on ne sera pas à 100%. Donc là, on crée des systèmes qui ne sont jamais fiables à 100%. Il faut comprendre ce genre de choses et puis capable de les utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'on va pas mettre notre sécurité en jeu si c'est ça, sauf que, je reviens là sur ce que vous avez dit au début, la voiture autonome, effectivement, il y a moins de morts. Si vous regardez les chiffres de mortalité quand ce sont des humains qui conduisent, c'est beaucoup plus élevé. Donc le risque zéro n'existe pas, mais si on descend de 100 les morts sur la route, pourquoi pas utiliser des machines autonomes? Un mot pour conclure, Benjamin Bayart, est-ce que effectivement on arrive à cet objectif qui est que de ne plus avoir une extrême performance dans un apprentissage très pointu, mais s'approcher vers ce que disait Jean Pons, c'est-à-dire l'apprentissage d'un enfant, c'est-à-dire un apprentissage progressif dans plusieurs secteurs? Est-ce qu'on... Alors sur l'état de l'art dans le domaine de l'apprentissage, dans l'intelligence artificielle, c'est plutôt Jean Pons et Isabelle de Villers à qui il faut demander. Laurence, pardon, de Villers, à qui il faut demander. Je suis beaucoup trop loin, enfin, je n'ai pas joué à ça depuis mes études. En revanche, l'image du bébé est très mauvaise. Parce qu'en fait, un bébé apprend parce qu'il aime sa mère, parce qu'il aime son père. Et donc, vous pouvez pas supposer que l'ordinateur va apprendre parce qu'il vous aime, ça supposerait qu'il vous aime, ça supposerait qu'il ait une émotion. Il apprend peut-être un tout petit peu pour survivre aussi. Oui, mais ça suppose qu'il ait un conatus, ce que l'ordinateur n'a pas. Donc, l'image est pas la bonne. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui pourrait ressembler, peut-être un petit peu vu de loin par temps de brouillard. C'est-à-dire comment apprendre un langage sans qu'on vous l'explique par un formalisme très complexe et des milliards d'exemples et des centaines de milliards d'essais et d'erreurs. Mais ça ne sera pas la façon dont un bébé apprend. La façon dont un bébé apprend, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, où on trouve un problème dont on se dit, tiens, ça c'est un signe d'intelligence, on va le faire par un ordinateur, et à la fin, on a toujours un ordinateur con, mais qui sait résoudre ce problème-là. Je veux dire, conduire une voiture, si vous aviez demandé à ma grand-mère s'il fallait être humain pour ça, on va réussir à le faire à un ordinateur beaucoup mieux que nous. Je veux dire, les voitures autonomes aujourd'hui sont déjà meilleures que nos conducteurs, mais ces voitures sont parfaitement idiotes et sont incapables de comprendre un jeu de mots le plus débile possible. Laurence de Villers, en un mot? Oui, juste pour imager ça, il y a un roboticien qui est formidable, qui travaille à l'INRIA, qui fait un robot qui fait des crêpes. Faire des crêpes, on sait tous que c'est pas super facile. Juste pour vous donner l'exemple de ce qu'il fait, et il apprend automatiquement à faire des crêpes. Donc, on lui met une crêpe en plastique, sinon elle le mettrait partout, et il essaye de la faire sauter, elle tombe, jusqu'à un certain temps où, paf, la crêpe, elle saute tout le temps. Tac, tac, tac. L'humain à côté, il a fait peut-être chuter une fois, mais la deuxième fois, il l'a fait. Vous changez la grosseur de la taille de la crêpe, vous la remettez dans la poêle, le pauvre robot, il recommence. C'est laborieux, l'apprentissage d'un robot. C'est de la créativité laborieuse. Il va recommencer ça un certain temps, et puis il va retrouver le bon moment, le bon mouvement pour faire sa crêpe. C'est vraiment ça l'apprentissage des machines. C'est un apprentissage laborieux qui n'a rien d'instinctif, sans sens commun, sans compréhension, rien à voir avec un enfant. Eh bien voilà, ce sera la fin et vous voyez qu'on peut conclure une émission ou un tour de table d'une table ronde scientifique en se disant que tout est rendu possible grâce à l'amour. Merci beaucoup Benjamin Bayart. Merci à vous trois.